Voilà, donc l'objet de cette présentation, vous n'allez pas apprendre de scoop sur le DMR, hein, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une présentation pour les newbies, ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. J'ai essayé de faire un document qui permettait d'expliquer la base de la transmission numérique. Ça part d'une présentation que j'ai déjà faite il y a quelques temps, donc localement au Rêve 67, que j'ai mis au goût du jour pour aujourd'hui. Bien sûr, par la suite, je prévois d'aller un peu plus loin, mais pour cette présentation-là, j'ai pas eu le temps de préparer un document qui permette d'aller plus loin, notamment dans la programmation des terminaux et compagnie. Bon, là, je mets en place les bases. J'explique les bases du fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'en sortant de cette présentation, vous saurez tout sur comment utiliser le DMR et tout ça, mais au moins vous aurez déjà une petite idée de comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je commence. Il faut que le truc il veuille bien fonctionner correctement. Voilà, par une petite introduction à ce qu'est donc la transmission en mode numérique. Ensuite, je vais parler du principe et de la norme utilisée en DMR. Et ensuite, l'application radioamateur. Puis une petite conclusion, mais bon, c'est pas non plus très fouillé. Voilà. Donc là, je repars au B.A.B.A. Ce que connaît tout radioamateur, c'est la transmission, enfin une émission radio en analogique. Donc on part d'une vibration sonore, on parle dans un micro qui produit une onde électrique, ça part dans un émetteur qui transforme ça en onde radio haute fréquence. Un récepteur reçoit cette onde radio, le décode, sort une onde électrique et ça sort sur un haut-parleur et ça va jusqu'à l'oreille de celui qui écoute. Bon, ça c'est vraiment la base. En numérique, il faut donc numériser, enfin transformer cette grandeur analogique qui est la voix en une suite de 0 et de 1 grâce à un convertisseur analogique numérique, un codeur analogique numérique, pour pouvoir ensuite arriver au système d'émission numérique à proprement parler. Donc le principe d'un émetteur numérique, c'est son synoptique. Alors là, je parle même carrément du DMR. On a l'audio donc donc, quand on parle, hein, la voix, qui rentre dans un convertisseur analogique numérique. On récupère ensuite une série, on récupère des données numériques, mais qui peuvent prendre énormément de place, puisque c'est un train continu de 1 et de 0. Ça part dans un vocodeur, donc le principe, alors, c'est d'appliquer un algorithme qui permet de gagner de la place en termes de volume de données. Donc typiquement, pour ceux qui connaissent, quand on parle de chip à MBE ou autre, c'est ce type de composant qui va optimiser. C'est un peu comme quand vous avez une image brute, elle prend énormément de place. Vous passez par le format JPEG. Le format JPEG, on est passé par un programme de compression. Là, c'est le même principe. Donc et donc une sortie de ce vocodeur, on a de l'audio comprimé, donc sous forme numérique, qu'on mélange à des données, à des horloges, et on applique un certain protocole. Donc le protocole utilisé, ça sera le protocole utilisé pour la transmission, qui dépend d'un mode numérique à l'autre. Et c'est envoyé sur un émetteur numérique
qui lui va transformer cette série de 1 et de 0 et va l'envoyer, le moduler selon une modulation spécifique. Ça peut être du QPSK, ça peut être du FSK, et c'est transmis sur l'air. Alors là, j'ai schématisé deux canaux numériques en modulation TDMA, c'est-à-dire en modulation dans le temps. Donc c'est ce qui est utilisé en DMR, c'est-à-dire qu'on a deux time slots. Pendant un certain temps, pendant un temps donné, on va émettre le premier canal, ensuite le deuxième, et ensuite le premier, ensuite le deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Donc principe et normes. La DMR, donc Digital Mobile Radio, c'est normalisé au niveau européen. Et ça a été c'est utilisé au départ, ça a été créé pour les transmissions mobiles professionnelles. Donc c'est pour ça qu'au début, quand les radioamateurs se sont attaqués, se sont intéressés à ce système, ils sont partis sur des postes pro. Il y a 3 modes de fonctionnement possibles. En mode point à point, donc d'un poste à l'autre. Alors en mode simplex. En mode relais conventionnel, à savoir, on a le relais qui est qui a 2 fréquences. Il émet sur une fréquence et il écoute sur une autre. Et donc les postes terminaux, utilisent ces 2 fréquences. Et il y a le 3e mode, les relais peuvent être interconnectés en IP. Donc ça, c'est la nouveauté par rapport à nos relais conventionnels. Bon, je ne parle pas de RRF et compagnie, mais disons que ça permettait directement en IP d'interconnecter des zones différentes. Ça, ce sont les 3 modes de fonctionnement. La norme, elle, se décline en 3 parties. Ce qu'on appelle le Tier 1, donc c'est ce qui correspond à ce qui est utilisé pour ceux qui font du numérique en 446 mégas. C'est du FDMA. Donc ça utilise, comme écrit sur le slide, ce sont des canaux de 625 kg, mais les canaux, en fait, il n'y a pas de gain à passer en FDMA par rapport à l'analogique, puisqu'on utilise le même espace en termes de spectre. Voilà, donc on a des canaux de 625, mais de toute façon, l'espacement entre canaux, pour pas que ça se chevauche, c'est toujours de 12,5 kg. Voilà, donc pas de gain en occupation spectrale. Le Tier 2, c'est le protocole à 2 canaux dans une largeur de bande de 12,5 kg. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc la modulation TDMA. Le principe, c'est on a toujours un canal qui fait 12,5 kg, mais dans le temps, on le saucissonne. On envoie pendant un certain laps de temps, un temps déterminé, on va envoyer les données du canal 1, puis le canal 2, puis le canal 1, puis le canal 2. Ce qui fait que dans 12,5 kHz de largeur de bande, on aura l'équivalent de 2 relais, avec 2 canaux différents. Donc là, l'exemple, si on est en mode point à point, et qu'on a les 2 terminaux qui sont programmés pour utiliser. Alors, on ne peut pas vraiment parler de slot 2 dans ce cas-là, mais bon, ça c'est un détail. Hop là, je suis désolé pour le... mais bon, grosso modo, l'idée c'est qu'on va émettre la moitié du temps. Donc ça revient à dire, voilà, le spectre est utilisé que pendant la moitié du temps, donc le spectre est divisé par 2. C'est pas l'intérêt principal du truc en fait, hein. C'est de pouvoir remplir les 2 TS en fait. Voilà. Donc utilisation intéressante, enfin pour nous en tout cas, c'est le relais donc qui utilise le relais tel qu'on l'utilise. Donc ça c'est typiquement ce que l'on a sur nos relais à nous, sauf que là c'est du numérique et que ça permet, comme ça en TDMA, ça permet de transmettre via ces 2 time slots
de diffuser deux canaux différents. Donc on a des groupes d'utilisateurs. Alors là, ça se voit pas trop. La sélection des couleurs n'est pas très judicieuse. J'aurais dû mettre des couleurs plus tranchées. Mais en fait, il y a des groupes. Il y a un groupe de portatifs de terminaux qui parlent sur le TS1 et l'autre qui parle sur le TS2. Chaque groupe, les utilisateurs du même TS s'entendent forcément, mais par contre, les autres n'entendent pas le deuxième TS. Et donc, on peut avoir deux QSO complètement différents. Voilà, donc les avantages de ce tier 2, c'est deux canaux simultanés. On a possibilité, donc, sur ces deux canaux, de transmettre soit de la voix, soit des datas. Bon, il y a l'utilisation qui en est faite au niveau radioamateur, c'est les trames GPS, ça permet de les transmettre simultanément aussi. Et donc du coup, pour un petit terminal portatif, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins d'utilisation de la batterie, puisqu'on émet la moitié du temps. Donc l'inconvénient, bien sûr, c'est le matériel spécifique, mais bon, maintenant ça commence on en trouve un peu partout, donc il n'y a pas trop de soucis. Alors, la troisième partie de la norme, c'est le tier 3. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. C'est l'inconvénient, l'inconvénient du DMR, c'est que la norme définit définit correctement le lien entre les postes terminaux et les relais, mais par contre, chaque constructeur a défini ce qu'ils appelaient le mode trunk. Et ça, c'est pas du tout compatible d'un constructeur à l'autre. Ce qui permet de coupler plusieurs relais pour avoir, par exemple, 6 TS disponibles dans une zone. Donc chaque relais aura sa fréquence et le terminal sera enregistré sur le réseau et ça permettrait d'avoir 6 QSO simultanés dans la même zone de couverture. Bon, grosso modo, c'est ça le mode trunk. Le protocole est propre aux propriétaires, propre aux constructeurs, et bon, nous ça on ne l'utilise pas, on pourrait le faire, mais en fait ça n'a pas grand intérêt puisque on n'a pas nécessité forcément d'avoir XQSO sur le même système. Et puis ça serait compliqué à mettre en œuvre parce que là il y a des problèmes de licence et compagnie. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment propre aux constructeurs. Donc voilà, donc l'application radio-amateur de tout ça. Donc voilà, donc en préambule, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que les constructeurs ont développé leur propre protocole, leur protocole propriétaire, puisque c'était pas dans la norme. Du coup, en fonction du matériel utilisé, on va pas pouvoir interconnecter ce qu'on veut comme on veut en termes de relais. Je parle là de relais commerciaux, bien sûr. Depuis, il y a eu des évolutions. Et donc, du coup, ça, j'en parle après. Donc, pour le radio-amateur, on a retenu le tier 2, c'est-à-dire la modulation TDMA, puisque c'était celle qui nous permettait de profiter au maximum de l'occupation spectrale. Donc, comme dit, la norme étant bien définie, tous les terminaux DMR seront compatibles. Ça veut dire que on peut prendre du Motorola, de l'Itera et même des postes chinois maintenant qu'on trouve quasiment sous le sabot de chaque cheval. Et ça fonctionnera en tout cas pour la transmission de la voix. Les données, c'est encore autre chose. Alors, j'en ai pas parlé dans le descriptif de l'émission, là, mais le vocodeur, le codec utilisé, là, il peut changer d'un système numérique à l'autre. Il se trouve que en DMR, ils ont choisi d'utiliser la MBE2. Et du coup, c'est celui qui est utilisé dans les postes qu'on trouve communément. Par rapport à la MBE première génération, qui équipe les postes des stars, il y a quand même une amélioration du traitement, ce qui fait qu'on a moins de pertes au niveau de la retransmission de la voix, donc la qualité peut paraître un peu meilleure, est un peu meilleure. Bon, après il faut relativiser,
parce que je connais des utilisateurs de postes D-Star qui arrivent très bien à régler leur poste et où le rendu est très bien. Donc faut pas non plus dire ouais le D-Star c'est pas bon machin par rapport au DMR. Le codec est différent, du coup bah voilà, le rendu peut être différent, mais il y a peut-être du travail justement au niveau des radioamateurs pour essayer d'améliorer ces choses-là en jouant sur les bons paramètres. Donc avec le TDMA, on a 2 TS, donc 2 QSO simultanés sur le même relais. Plus la possibilité d'envoyer des SMS via le terminal. Pareil, ça fonctionne, on va dire dans 80% des cas. Parce qu'il y a toujours ce souci d'incompatibilité lié aux différents protocoles entre les constructeurs. Même si les radioamateurs ont trouvé des solutions pour rendre des choses compatibles via les serveurs d'interconnexion, c'est pas encore 100%. On trouve des petits terminaux, genre celui-ci, là, ou équipés d'un récepteur GPS intégré. Du coup, lui, il peut transmettre directement, il prend cette info GPS, il la transmet via le canal de données, et via le réseau, le serveur de réseau du réseau radioamateur, c'est retransmis sur aprs.fi. Il existe la possibilité de faire de la transmission de données supplémentaire dans le canal, bon, pas à des vitesses phénoménales non plus, puisqu'on est limité à 12,5 kg. Mais bon, voilà, c'est pas encore utilisé, enfin, pas à ma connaissance, hormis pour le GPS. Mais tout dépend. C'est ce que je disais là à l'instant. Tout dépend du type de matériel, puisqu'il faut que le système d'interconnexion, le système réseau, soit capable de s'adapter en fonction du matériel donné et puis de convertir tout ça pour que ça soit compatible. Puisque c'est pas dans la norme, donc nativement ça l'est pas. Comment c'est hiérarchisé cette transmission numérique? Donc sur chaque TS, il y a des groupes d'appels. Alors les groupes d'appels, ça permet, ce qu'on appelle les talk groups, ça permet d'avoir un genre de conférence, un genre de salon dédié. Alors par exemple, voilà, je traiterai après les exemples, mais juste après, voilà, les exemples, c'est le TG1, donc voilà, c'est un talk group, il y a un chiffre derrière qui va jusqu'à je sais plus combien, enfin c'est un nombre impressionnant hein, puisque c'est du numérique. Et le TG1, il a été défini que c'était tous les relais du monde entier, c'est-à-dire quand on émet sur le TG1, on est retransmis sur tous les autres relais du monde entier. Ça c'est de la théorie, mais bon voilà. TG2, tous les relais d'Europe, TG3 et ainsi de suite. Il y a une table d'allocation des TG qui a été créée. Voilà, donc celle-ci, hein, ça a été fait initialement sur les premiers réseaux DMR. Il a fallu un peu hiérarchiser ça. Bah, comme c'était les Américains qui ont commencé à faire du DMR, du coup, bah, ils ont un peu fait à leur sauce, mais bon, globalement, c'est plus ou moins respecté. Le relais, alors il y a le TG9 qui est un peu spécifique. Le TG9 qui est un peu spécifique, ça a été défini comme ça, hein, c'est les radioamateurs qui ont choisi que le TG9, ça serait du local. C'est-à-dire que même si le relais est interconnecté, quand on parle sur le TG9, c'est pas retransmis sur le réseau. C'est-à-dire ça reste au niveau relais. C'est comme si vous aviez un relais FM normal dans votre coin, voilà, ça reste local, donc il n'y a pas de retransmission sur le relais d'à côté ou des choses comme ça. Donc là, d'autres TG, hein, avec en langue allemande, c'est le TG10, en langue française, partout dans le monde, c'est le TG11. C'était initial, hein. Après, dans les faits, je ne sais pas si tout est encore utilisé comme ça, mais pour la zone Europe, voilà, couverture Europe, le TG21, c'était la France. Enfin, c'était tout ce qui était francophone. Voilà, donc là, ce sont les couvertures nationales, à savoir que pour la France, quand vous voulez parler aux Français dans le domaine France, enfin sur les relais qui sont censés être en France, si vous parlez sur le TG208, vous programmez votre poste pour parler sur le TG208, bah, vous allez parler à la France. Alors voilà.
un seul TG, donc comme dit, ne peut être transmis sur un TS à la fois. C'est comme un relais FM standard, hein. Quand il y a un QSO dessus, si vous vous mettez à parler en même temps, ça se mélange, ça marche pas. Là c'est pareil. On a 2 TS, c'est-à-dire 2 pseudo-relais. Donc on peut avoir un QSO sur chaque, c'est-à-dire un TG, on peut causer sur un TG sur le TS1, un TG sur le TS2, les TG étant différents. Mais bien sûr, quand il est utilisé, il faut attendre. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Autre chose, oui, la radio, dans le paramétrage de la radio, il faut lui dire quel TG on veut écouter. Donc si votre radio est programmée pour écouter le TG 208 par exemple, et que le relais retransmet le 262 qui est l'Allemagne, ici dans notre coin ça peut arriver, du coup si vous n'avez pas prévu de recevoir le 262 dans votre radio, vous verrez que la loupiote de réception fonctionne, enfin que le SMET monte, mais vous n'entendrez rien. Donc ça permet de filtrer. Alors au niveau pro, ça se comprend. Ça permet, lorsqu'il y a des locations pour des événements privés et tout ça, de ne pas avoir le réseau perturbé par un autre réseau annexe. Bon, chez les radios amateurs, c'est pas très intéressant. Du coup, il y a une fonctionnalité qui permet de monitorer entre guillemets plusieurs TG sur la radio. Donc il suffit de programmer dans la liste CTG. Si on sait que le relais retransmet CTG, comme ça dès qu'il y aura de l'activité sur le relais, ça permettra de l'entendre. Les TG donc, de chaque relais sont définis par le SysOp du relais ou le responsable du réseau. Et donc il existe 2 types de programmation possibles. Soit les TG sont permanents, dits permanents, c'est-à-dire que si on se met à l'écoute du relais, ces TG sont toujours retransmis. Dès qu'il y a de l'activité sur le réseau, ces TG seront retransmis et le relais passera en émission dès qu'il y aura de l'activité sur ce TG. Ou à la demande. Alors à la demande, le relais reste silencieux. L'utilisateur se dit tiens, j'irais bien écouter ce qu'ils disent, par exemple dans le département 25. Donc il se met sur le canal programmé sur son poste qui active le TG 208-25. Il appuie dessus et le relais retransmettra ce TG pendant une durée déterminée par le SysOp. Donc c'est ce qu'on appelle à la demande. Donc au bout du temps écoulé, ça s'arrêtera de retransmettre et le relais redeviendra silencieux. Alors ça, c'est les avantages, c'est les inconvénients. Bon, après, il y a de quoi discuter, mais ça permet de pouvoir discuter avec un copain qui serait à l'autre bout de la France sur un autre relais, sur un TG spécifique, sans pour autant monopoliser en permanence, puis que ça soit la cacophonie sur tous les relais de France. Contrairement au D-Star, on ne peut pas dire je veux taper tel relais à tel endroit. Les TG sont programmés au niveau de chaque relais, mais on ne peut pas dire je veux appeler le relais de Limoges par exemple. Au D-Star, on peut le faire. On peut faire directement, il y a le call sign routing qui existe, on peut directement aller taper un indicatif quelque part. Ça n'existe pas en DMR. Alors ça commence à être implémenté en appel privé parce que il y a les TG, donc les appels de groupe, et il y a les appels privés qui existent. La norme le permet. Et ils commencent à implémenter ça sur les réseaux, mais c'est pas encore au point. Ça commence à venir. On arrive à savoir avec un système de dashboard quel est le dernier entendu. Ils font le lien et ils savent que cet indicatif a été entendu la dernière fois sur ce relais. Donc ils commencent à avoir du routage pour pouvoir l'envoyer, mais pour l'instant c'est pas implémenté à 100%. Est-ce que sur un poste on peut écouter 2 TS en même temps? Non. Donc il faut 2 postes. Si tu veux monitorer les 2 TS, oui. Ouais. Alors peut-être que sur les dernières chinoiseries, ils ont fait un truc comme ça, hein, c'est possible. Mais en tout cas, moi jusqu'à maintenant, non, tu peux écouter plusieurs TG d'un seul TS, mais tu peux pas écouter les 2 TS simultanément. Et les 2 TS sont utilisés indifféremment ou oui. Il y a un TS préférentiel?
Non, bah ça après c'est de la normalisation chez les radioamateurs. J'expliquerai ça après. Mais tu pourrais, enfin techniquement, tu peux utiliser l'ETS n'importe lequel. Parce que tu as bien compris que mon souci, c'est de savoir s'il faut acheter 2 postes pour mettre dans le véhicule. Oula. Voilà, Oui, non, après il y a une normalisation. Puis après, tout dépend dans quel coin tu es. Après, tu vois avec les responsables du relais dans ton coin. Et voilà. Bon, il y a une norme quand même. Enfin, les radioamateurs utilisent quand même une certaine hiérarchisation. C'est-à-dire que le TS1, grosso modo, c'est tout ce qui est à vocation nationale. Et le TS2, c'est plutôt régional. Régional, voire local. C'est plus ou moins respecté. C'est-à-dire si tu veux parler aux VK ou que tu veux parler aux Allemands ou aux Suisses, tu vas aller sur le TS1. Si tu veux parler au département dans la France et tout ça, tu vas aller sur le TS2. Ceci dit, d'un réseau à l'autre, ça peut changer. Et c'est pas le cas. C'est le cas. C'est-à-dire que sur le réseau Brandmeister, tu peux activer à la demande n'importe quel TG sur n'importe quel TS. Alors des fois ça emmerde un peu du monde, mais voilà. Si tu le fais chez les Allemands, ils apprécient moyennement quand tu squattes le TS2 avec les TG français. Mais bon après, voilà. C'est parce qu'eux travaillent différemment, mais enfin font ça différemment. Autre chose, alors ça c'est un grand débat. En DMR, hélas, contrairement au D-Star, on ne peut pas identifier via des caractères alphanumériques. Donc c'est que du numérique, que des chiffres. Et donc il a fallu trouver le moyen d'identifier les radioamateurs sur le réseau. En D-Star, tu mets ton indicatif et round ma poule, c'est parti. Voilà, on te reconnaît. Donc le premier réseau donc, qui a existé, c'est le DMR Mark, c'était les Américains. Ils ont créé une table d'équivalence entre des ID, ce qu'on appelle des ID, donc identifiants DMR, et des indicatifs radioamateurs. Ils ont créé une certaine hiérarchisation et une certaine norme. Donc l'ID est constitué de 7 chiffres. Les 3 premiers déterminent le pays, donc 208 pour la France. Alors les chiffres, enfin les indicatifs de pays qui ont été choisis pour le DMR, enfin sur le réseau radioamateur, ils se sont collés aux indicatifs télécom. Il faut savoir que chez France Télécom, quand on dit 208, bah, c'est la France. Bon, alors, voilà, ils se sont calés là-dessus, et c'est de là que vient le 208. On aurait dit, oui, mais pourquoi pas le 033 ? Ben non, 033, c'est voilà. Donc c'est bien le 208. Le chiffre suivant, c'était la région. Alors au départ, c'était plutôt mal foutu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, les premiers Français qui sont jetés sur l'implémentation DMR, ils ont fait des choix un peu étranges. Et enfin, à mon sens, c'est qu'ils ont choisi des régions bien spécifiques où ils ont tout de suite donné un numéro, mais comme on peut mettre que de 0 à 9, bah du coup, il y en a qui se sont trouvés lésés. Donc il y a un gros paquet de la France qui est en 9, dans la région 9, alors qu'en fait, voilà, c'est pas forcément représentatif de la population radioamateur. Et donc les 3 derniers chiffres représentent le numéro d'utilisateur. Bon, je pense que ça devrait suffire en France. Donc, néanmoins, ils ont quand même respecté, enfin, depuis le DMR, on a quand même respecté cette base de données, c'est-à-dire que c'est pas parti dans tous les sens pour une fois. Et du coup, au début, c'était les Américains qui géraient donc cette allocation d'ID. Après, quand ça a commencé à se développer un peu partout, ils ont donné délégation aux Allemands pour l'Europe. Et puis bah, les Allemands là ont commencé à dispatcher aux différents pays là où ça gonflait et où l'utilisation augmentait. Et du coup, bah, en France, c'est le DRAF qui gère ça. Pas forcément une bonne idée, mais c'est un avis personnel. Mais voilà, en tout cas, c'est géré comme ça, c'est géré par le DRAF en France. Mais c'est quand même centralisé au niveau d'un site. registermdigital.org qui est tenu par les Allemands et qui redirige automatiquement vers le DRAF pour tout ce qui est allocation d'ID. Ça permet aussi de savoir d'avoir un listing des utilisateurs, des indicatifs et des ID alloués. Donc là, bah, j'ai pris l'exemple de la région Est, 208.4.
Et donc voilà, et depuis quand, ces indicatifs, ces radioamateurs ont une ID CCS7. Alors je dis DMR, mais en fait c'est une ID qui est utilisée dans tout ce qui est réseau numérique. Donc voilà, ça peut servir. Alors, en Destar, il me semble que pour certaines applis, ils l'utilisent aussi. Mais bon, ça peut être du C4FM, ça peut être pas mal de choses. Donc voilà. Donc il y a un dashboard disponible, toujours pareil sur ce site, amdigital.org. Et on voit en temps réel l'activité, enfin plus ou moins, il y a quelques latences. On voit sur quelle. Alors en fonction de la base de données, comment est remplie la base de données, on y voit où se trouve le relais par lequel rentre l'utilisateur, le TG où il se trouve, le réseau sur lequel il est, s'il est en DMR+ ou en BM. Alors bon, ça j'en parlerai juste après. Le TS utilisé, et puis si le relais retransmet des informations, RSSI, le taux de perte et tout ça. C'est normalement chaque réseau a son propre dashboard, peut-être avec un peu plus de détails. Au niveau du matériel, des matériels disponibles, donc au départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est parti sur du matériel pro. Donc initialement, on utilisait ces matériels pro avec des fonctionnalités qui collaient pas forcément aux habitudes des radioamateurs, ni même à leurs besoins. Donc c'est pour ça que quand on programme, quand on veut utiliser un poste DMR, on est obligé de passer par une phase de programmation, ce qu'on appelle implanter un code plug dans la radio, qui permet de déterminer les canaux, et tous les paramètres liés. Alors maintenant, on commence à trouver des postes chinois qui sont partis de postes pro, genre Itera, Motorola. Et par modification de firmware, on accède à des postes où on peut les programmer en mode VFO. Initialement, pareil, il n'y avait pas de poste bi-band, puisque chez les pros, c'est où on est en UHF ou on est en VHF. Là, maintenant, ça commence à sortir. Donc, ça évolue tout doucement, mais en termes de terminaux, je ne pense pas qu'il y ait une évolution future. On arrive, je pense, à la limite. Voilà. Donc comme je disais, pour pouvoir programmer ces postes, on utilise un logiciel propre au poste, qu'on appelle CPS, et on y implante une programmation. Donc la programmation, le paramétrage de ce poste, c'est ce qu'on appelle le code plug. Donc voilà, il y a un nombre, généralement les postes permettent de stocker plus de 1000 canaux, donc ça pose pas trop de problème de pouvoir programmer ce dont on a besoin au niveau radio-amateur. C'est juste qu'il y a un effort à faire par rapport à l'habitude que les radioamateurs ont d'allumer leur poste, de tourner la molette pour sélectionner la fréquence et de parler dedans. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à rentrer dedans, donc il faut quand même, il y a une petite phase d'apprentissage à prendre. Alors pareil, comparativement au début du DMR, maintenant on trouve des postes, notamment sources chinoises. Pour une centaine d'euros, on arrive à se trouver un petit portatif, un terminal qui permet d'accéder au réseau. Initialement, il fallait compter plutôt 500-600 euros pour un poste. Donc voilà, donc des exemples, des postes plus ou moins récents. Les premiers disponibles, c'était ceux-ci, où il y avait un affichage LCD vert pas beau. Maintenant, on a des écrans où on peut mettre des images, des choses comme ça, mais ça, c'est l'évolution. Donc là, l'exemple, ce sont des postes des deux gros constructeurs, en fait, c'est Motorola et Itera. Récemment, là, les Chinois ont sorti un poste, là, le Anytone en mobile, qui permet de faire du bi-band. Pareil, par des jeux de firmware et tout ça interne. Maintenant, on arrive avec des modes VFO et tout ça. Ça se rapproche de plus en plus d'un poste radio-amateur, quoi. Même s'il y a toujours la phase programmation. Au niveau portatif, voilà ce qui est disponible. Donc ça, l'ancienne génération de portatifs Motorola, la génération de postes Itera.
Et puis après, il y a les Chinois qui sont rentrés. Alors les premières générations de Chinois, là, les Puxing, c'était les premières générations de postes pas chers. Et puis là, celui que tout le monde connaît, ou plus ou moins, c'est le MD 380, là, truc standard, ou tous ces clones, hein, genre Retevis et compagnie, qu'on trouve pour une centaine d'euros, quoi. Après, les relais. Alors les relais, pour les radioamateurs, au début, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait que du matériel pro. Donc il fallait acheter, mettre la main à la poche au niveau des radioclubs ou de certains OM qui avaient les moyens de faire des dons au radioclub pour installer des relais, donc relais Itera ou relais Motorola. Donc ça coûtait très cher. Et en plus, initialement, comme dit, c'était un peu compliqué parce que quand on était en Motorola dans une zone, on pouvait causer qu'à des relais Motorola. Maintenant, ça s'est amélioré, mais c'était compliqué. Alors, ça, c'était les débuts. C'était il y a allez, on va dire 4-5 ans. Maintenant, il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits par les radioamateurs, notamment la carte MMDVM, là, qui est une carte modem multi-protocole, multimode. Et donc, grâce à ça, on est capable, maintenant, les radioamateurs sont capables de fabriquer leur propre relais. Il suffit de disposer de TXRX compatible 9600 baux, pour une histoire de bande passante et tout ça. Et on arrive à monter des relais pas chers. Enfin, pas cher, tout est relatif, il y a quand même du travail dessus. Et donc de le connecter au réseau. Alors la mise en réseau, justement, c'était compliqué parce que comme initialement chaque modèle de répéteur avait son propre protocole, on était obligé, quand on était équipé Motorola, d'utiliser du soft Motorola, ou équivalent, un truc commercial. Si c'était Itera, c'était pareil. Alors, il y a eu quelques tentatives chez les radioamateurs au début de faire un truc propre à Itera, puis propre à Motorola. Et puis, à force, ils ont créé les logiciels serveurs qui permettent de connecter donc les radioamateurs, des bons, hein, des costauds quand même, des mecs qui sont quand même chevronnés en programmation, ont réussi à créer des logiciels serveurs qui étaient capables de causer à tous les types de relais, donc d'interconnecter tous les types de relais. Donc c'est ce qu'il existe en ce moment. On a majoritairement deux programmes qui existent, Brandmeister et DMR+, grosso modo. Alors, il y en existe d'autres. Il y a des choses, mais ce sont les deux seuls qui vraiment savent parler à tous les types de relais. Il existe d'autres systèmes qui peuvent fonctionner, mais pourquoi ils ne marchent pas? D'autres logiciels qui permettent d'interconnecter des relais, mais par exemple HB-Link, en ce moment c'est à la mode. Mais ce programme serveur ne permet que d'interconnecter des relais MMDVM. Il ne permet pas de connecter du Motorola, par exemple. DMR-Link ne sait connecter que du Motorola. XLX, alors après XLX, il y a différents protocoles, machin et tout ça. Bon, mais grosso modo, voilà, il y a des choses qui se sont mises en place et ça fonctionne. Autre solution, ça c'est quand vous êtes à proximité d'un relais, tout va bien. Mais il y a une autre solution qui permet aussi d'être mis en réseau, ce sont les hotspots. Grâce au MNDVM, donc on a créé des points d'accès personnels, du hotspot. Donc le hotspot se connecte au réseau via votre ligne internet préférée ou votre accès à net si vous en avez un. Et ensuite, avec votre portatif, là, vous causez au hotspot et puis lui, vous le retransmet sur le réseau. Bon, l'avantage de ce truc-là, c'est que ça marche quel que soit le mode. G4KLX, là, qui a créé la platine MMDVM,
Il a vraiment, enfin, ils ont vraiment bien bossé. Il n'y a pas que lui, mais bon, voilà. Et on est capable de faire avec ces hotspots du DMR, du D-Star, du C4FM, du P25, du NXDN, enfin, tout type de modulation numérique. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. J'ai donné quelques images, hein. Il y a des clés USB, il y a des trucs, des petits boîtiers qui se branchent en USB via le PC, et il y en a d'autres qui se pluguent directement sur un Raspi, et du coup plus besoin de PC. Il y a, il y a pléthore de modèles et de choses comme ça. Non, il m'a sauté une Les image. Raspi, ça peut être à partir de quelle version? N'importe lequel, même un Pi 0. Ah bon. Ouais, c'est pas. Voilà. Donc, comme je disais, il y a 2 réseaux majoritaires, enfin en tout cas pour la France. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres petits réseaux qui ont été créés avec HB-Link, machin, des choses comme ça. Donc il y a Brandmeister à gauche. Alors je suis désolé pour la capture d'écran, mais j'ai pas accès à une carte jolie chez Brandmeister, donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc le réseau DMR+. Donc en fonction de là où vous êtes, bah, vous connectez sur un relais proche de chez vous, enfin vous attaquez un relais proche de chez vous, ou après avec votre hotspot, bah, vous choisissez quel réseau vous voulez taper. En fonction de la zone, hein, c'est sûr que si vous voulez plus trafiquer avec des gens du sud-ouest, il faudra passer sur Brandmeister, parce qu'il n'y a pas d'interco entre les réseaux. À mon grand dame, on a essayé de mettre ça en place, mais il y a des réticences, qui font que bah c'est pas ça s'est fait à un moment, et puis ça se fait plus maintenant. Bon, ça reviendra peut-être, hein. On essaie d'y travailler, mais on trouve pas toujours des gens en face qui soient de bonne volonté pour pouvoir interconnecter les réseaux, parce qu'ils disent que bah il y a 2 réseaux, donc il n'y a pas de raison d'en faire plus qu'un seul. Alors je sais pas, moi je vois pas l'intérêt, mais voilà. Donc c'est juste pour vous donner une vue globale de ce qu'est le DMR. Si vous avez des questions sur la technique en elle-même, et voilà, je rentrerai pas dans les polémiques concernant les réseaux, même si je suis moi responsable d'un serveur du réseau DMR+. Mais voilà, donc j'ai dit ce que j'en pensais. Je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas au niveau radio amateur à avoir un réseau, enfin déjà en France, à avoir un réseau où tous les copains de France puissent causer entre eux. Bon, ça peut vous rassurer, c'est partout pareil, hein, parce que chez les Allemands, c'est pareil, il y a 2 écoles, 2 réseaux. Chez les Italiens, j'en parle même pas, ça change tous les 6 mois. Donc voilà. Voilà, donc si vous avez des questions. Concrètement, Fabrice, mettons le répéteur ici. Hein. Oui. À partir de ce relais, bon, tu as une position barin, par exemple, on va contacter. Alors, ça, c'est un TG 208-67, c'est ça? Oui, ce que c'est tu ça. appelles barin, ouais. D'accord. Bon, à côté, tu as un truc que tu appelles France. C'est le 208. C'est le 208. C'est-à-dire que lorsque tu vas émettre sur le TG 208, tu vas activer tous les relais sur le réseau DMR+, qui ont le TG 208 programmé. En règle générale, c'est les Français. D'accord. Bon, tu as aussi des Canadiens et alors, qui de temps en temps... le relais France que tu as alors sur Brandmaster qui passe par DB0 ORT, c'est quoi ça? Alors ça, c'est quand parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, n'importe quel réseau, enfin en tout cas sur Brandmeister, si tu émets sur le TG France, tu seras retransmis sur tous les relais qui ont le TG France en permanent sur Brandmeister. D'accord. Donc ce qui veut dire, moi je vous ai programmé dans vos postes à vous, je vous ai programmé l'accès au TG France via les relais allemands, puisqu'ils sont sur Brandmeister, et nous on n'a pas de relais sur Brandmeister. Donc ça vous permet de toucher le réseau, de toucher des copains qui sont sur Brandmeister. Oui, c'est ça, c'est ce voilà. que j'ai fait. Oui. Voilà. Tout à fait. Et d'autres TG spécifiques aussi. Donc dans votre cas, il y a le TG des OM
des OM malvoyants des États-Unis. Ouais. Voilà, donc ça vous permet de le toucher puisque eux ont choisi, enfin ce TG là est sur Brandmeister, ça vous permet de l'avoir. Voilà. Alors, ouais, il y a Et des c'est quel TG ça par exemple? je sais plus. Je sais plus. Je l'ai programmé, non, bah, c'est toi qui l'as. D'accord, Tu m'as envoyé le mail. D'accord, Oui, tu m'as donc envoyé c'est le ça. mail. Ok, ouais. Ouais. Je le connaissais même pas celui-ci. Ok. Donc voilà. Oui. Et celui que tu as, Attends. Ouais. celui que tu as intitulé local, c'est donc un. C'est le TG9. Un TG9, d'accord. Donc lui, il ne marche que sur le relais local. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser le réseau sans appareil, c'est-à-dire directement à partir d'ordinateur? Comment ça? Par exemple, Colic. Oui, bah, enfin, non, parce que le hotspot, en fait, tu auras toujours besoin d'un petit portatif. Tu as toujours la liaison radio entre ton portatif et... Alors pourquoi? Parce que le hotspot n'a pas la carte AMBE dedans, n'a pas le codec. Donc si tu veux, on se sert avec un hotspot, tu vas parler, tu vas être en très faible puissance, hein, puisque tu vas parler à un équipement qui est juste à côté de ton PC. Mais en fait, on se sert du codec qui se trouve dans le poste. Si tu voulais faire ça, il faudrait que tu fasses une carte avec le codec dessus. Ça te coûte moins cher d'acheter un poste chinois. Après, tu peux le faire. Hein. Donc on pourrait très bien faire un hotspot où tu rentres directement le micro et tu parles comme sur Echolink directement dessus le PC. Mais alors il existe des bibliothèques qui permettent, je crois que c'est MD380MU qui implémentent le codec AMBE. Donc je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas c'est pas très commun. Ça peut se faire. Ça peut se faire via ces bibliothèques-là. Oui, voilà. Ouais, on va pas rentrer dans les polémiques concernant Echolink, mais voilà, mais il y aurait possibilité de le faire techniquement. Ok. Puis un dernier petit point, moi je me suis rendu compte qu'il y a des utilisateurs qui ne comprennent pas ce qui se passe en utilisant leur appareil. Oui. Ils font un peu le bazar un peu partout sans s'en rendre compte. Et ça déclenche des polémiques un peu partout sur tous les réseaux. Et chacun y met à la méthode française, hein, chacun y met son petit grain de sel et ça fait une cacophonie. Alors il n'y a pas moyen de se limiter, de pouvoir travailler en restreint avant d'être assez formé pour utiliser ces méthodes assez puissantes que sont le DMR. Alors, il y a là où je rejoins ton point de vue et le point de vue de pas mal de monde, c'est que je trouve aberrant, enfin moi personnellement, je trouve aberrant qu'on distribue des codes plug à tout va à des personnes qui ont acheté un poste et qu'on les lâche comme ça dans la nature sans un minimum de formation. L'objet de cette présentation, c'est d'essayer d'amener les gens déjà à comprendre comment ça fonctionne et aussi par la suite, ce que je compte faire, c'est faire d'autres présentations de ce type-là où je vais expliquer comment on programme son poste. Pour moi, je trouve aberrant qu'un radioamateur ne sache pas ce que fait son poste. La réglementation dit que tu dois savoir ce que tu émets en permanence. Quand tu récupères un code plug chez un pote, ah tiens, file-moi ça, tu vois, vas-y, utilise ça, charge-le dans ton poste et puis vas-y, émets. Comme tu l'as dit, tu arrives à des moments où des utilisateurs novices qui comprennent même pas ce que c'est qu'un TG, ce que c'est qu'un TS, et ne savent pas du tout où ils vont être retransmis, commencent à causer sur un TG1 par exemple, et retransmis dans le monde entier, et ben, ils vont passer pour des charlots parce que c'est les Français qui foutent le bordel, encore une fois. Donc je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Ça c'est le rôle des radioclubs, de faire de l'instruction là-dessus, et encore faut-il qu'il y ait la volonté pour. Voilà. Merci. Autre question? Une expérience que j'ai faite l'autre jour, j'appelais sur le TG France là, de Brandmeister. Ouais. Je contacte un OM et qui me dit mais je comprends pas. Lui, il était du coin de Bordeaux, je crois. Il écoutait, il était en simplex sur 145-400 et on se parlait. Bon, je ne comprenais pas non plus. Hein. Est-ce qu'il y a des passerelles qui retransmettent Alors en théorie non. Mais bon,
maintenant, c'est lui qui t'a dit qu'il comprenait pas ou toi tu comprenais pas? Bah, Tous les deux. tous les deux, en fait. Parce que toi tu comprennes pas, c'est pas impossible parce que s'il a utilisé un hotspot, qu'il a programmé son hotspot sur 145.400, Ouais. il peut très bien, avec un poste DMR sur 145.400, te parler. Mais après, je Lui sais semble pas. être un analogique, c'est ça qui C'est possible qu'il y ait Bah des oui. passerelles. Il y a des travaux qui sont faits en ce sens. Je me disais, il Et- doit y avoir une passerelle parce que c'est. Non, il était du côté de Clermont-Ferrand en fait. Et voilà, lui il était en 140, 400, il ne savait pas ce qui lui Il arrivait. était un analogique. Parce que moi je suis à Strasbourg et je passe par un relais en Allemagne, il ne comprenait pas. Bah oui, mais bon, voilà. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut prendre le temps d'expliquer aux gens ce qu'on fait et puis pas faire des choses sauvages. Voilà. J'ai une question concernant les déplacements. Quand on se déplace dans une autre région, est-ce Oui. qu'il faut reprogrammer son poste? Ah, sauf si tu as un hotspot, oui. Puisqu'il faut que tu programmes les relais dans J'entends en ton poste. véhicule. Hein. Oui, il faut que tu programmes les relais disponibles. C'est comme quand tu te déplaçais avant, tu allais d'une région à l'autre, tu savais que sur tel endroit, à tel endroit, tu avais tel relais Ouais, sur disponible. une fréquence. quoi. Voilà, là c'est pareil. Alors moi ce que je fais quand je pars en vacances, que je vais dans le sud, je programme tous les relais du sud. Voilà. Je regarde déjà soit sur le réseau Brandmeister, soit sur DMR+, quels TG sont programmés sur ces relais, et puis voilà. Et avec un hotspot, tu n'aurais pas besoin. Si tu as un hotspot que tu connectes via ta clé 4G, ton poste, lui, il reste avec ses TG à lui, et tu es directement sur le réseau sur lequel est programmé ton hotspot, et tu pourrais à ce moment-là être nomade. Encore faut-il qu'il y ait une couverture GSM Ouais, dans le oui, tout à fait. dans Oui, le oui, secteur tout à dans fait. lequel on se déplace. Ouais, c'est vrai. Après, voilà. Vous êtes majoritaire DMR+, dans le On peut Bas-Rhin. répéter la question? Oui, Non, je disais, vous êtes majoritaire DMR+, dans le Bas-Rhin. oui. Y a-t-il quelques... en Brandmeister, parce que je suis du Haut-Rhin. Dans le Haut-Rhin, vous avez un Nous, relais on en Brandmeister. a un, Ouais. mais chez vous. Parce que la liste, j'essaie de trouver des listes à jour justement des relais, et j'ai un peu de mal à trouver ça. Où est-ce que je pourrais les avoir? Il faut regarder sur chaque réseau quels sont les relais connectés, parce que c'est dynamique. Hein. Si CISOP du jour au lendemain décide de ne plus être sur DMR+, et de passer sur Brandmeister ou vice-versa, ça pourra changer. Il n'y a pas de liste figée. Il y a pas de liste. C'est chaque CISOP, chaque responsable de relais choisit où il met son relais. Donc il se trouve que dans le Bas-Rhin, les relais DMR sont gérés par moi, donc moi ils sont sur DMR+. Comme je le disais, les utilisateurs du Bas-Rhin qui veulent aller sur Brandmeister, il y a 4 relais allemands en face qui sont sur Brandmeister. Donc voilà. Après, ils peuvent quand même accéder au réseau. Il y a une passerelle pour arriver sur il y a une passerelle pour arriver sur le DMR+, si je l'ai bien compris. Comment ça? En attaquant les relais Brandmeister allemands, on peut être transmis sur chez vous dans le Bas-Rhin. Non, il n'y a pas de passerelle entre les deux réseaux, enfin pas officiel. On essaie d'en mettre en place, c'est compliqué, mais voilà, c'est pas compliqué techniquement. Hein. Techniquement, c'est super simple. Il y en a déjà eu, elles fonctionnaient très bien, et c'est de la politique. Voilà. D'accord. C'est tout. Donc, il y a eu à un moment un TG 208 unifié, quel que soit le réseau. On avait tous les Français qui pouvaient causer les uns avec les autres. Et voilà. Certains égos surdimensionnés ont parlé.